Mes amis, on retrouve bonne année, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à toi, Eric. En plus, je vois que tu as mis tous tes titres sur ton petit bidule en dessous ton chevalet. Je savais pas que tu étais habilité à diriger des recherches. Si, mais c'est pas moi qui ai mis ce sous-titre, je sais pas comment il s'est fait. Non. Bon, Heu, en tout cas, c'est impressionnant. voilà. Étant très francophile, je n'utilise jamais PhD. Tu viens d'avouer là tes crimes. Je voulais qu'on passe en revue les grands dossiers de l'actualité 2024, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'événements qui se sont produits en 2024 qui ont changé l'ordre du monde, et je voulais qu'on l'évoque avec toi, puisque tu es spécialiste de géopolitique, et puis qu'on voit comment tu appréhendes 2025, puisque 2025 devrait aussi être une année assez chargée, avec notamment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir qui suscite beaucoup d'émotions. Alors, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton sentiment général sur les grands changements qui ont affecté l'ordre du monde, l'ordre international en 2024? Comment tu vois ça? Alors pour moi, il y en a 3 plus 1 finalement qui recoupent les 3 premiers. Les trois événements majeurs, il y a toujours cette crise ukrainienne qui dure, donc là, rien de nouveau. Il y a ensuite la guerre autour d'Israël, hein, intentée par l'État hébreu à tous ses adversaires. Et puis, il y a la crise syrienne qui continue sous une nouvelle forme. Voilà, pour moi, ça, c'est les 3 événements majeurs. Et le quatrième, qui est un petit peu le révélateur de tout ça, c'est cette lente et continue perte de crédit de l'Occident partout dans le monde, dont finalement ces conflits sont le révélateur. Alors, si on essaie de les prendre dans l'ordre, ben, la Russie d'abord. Cette crise, à mon sens, n'est pas prête à se terminer rapidement, en tout cas pas avant le 3e anniversaire de ce malheureux conflit, puisqu'on voit à la fois les Russes continuer à avancer toujours très prudemment. On ne peut pas dire qu'ils aient fait de grandes percées ni de grandes réussites militaires. Alors, c'est probablement leur stratégie, mais bien sûr, on a toujours des doutes quand on voit cela. Mais de l'autre côté, l'aide à l'Ukraine ne s'interrompt pas, elle continue, elle est toujours insuffisante aux yeux des Ukrainiens. On ne les aidera bien sûr pas à gagner la guerre comme ça, mais on empêche la victoire rapide des Russes et on continue de faire massacrer allègrement des Ukrainiens. Il faut rappeler que, bien sûr, sur le terrain, ils sont en permanence en train de reculer face à l'offensive russe, qu'ils n'ont toujours pas mobilisé les jeunes entre 18 ans et 25 ans. Alors, rappelons que pour nous, Français, enfin, nous n'avons pas connu cette période, mais si nous n'avions pas mobilisé les jeunes de 18 à 25 ans en 1914 ou en 1940, il n'y aurait pas eu de combat. Donc, encore une fois, je ne souhaite la mort de personne, mais un peuple ukrainien qui, soi-disant, se bat pour sa survie face à un horrible agresseur impérialiste russe qui n'a toujours pas mobilisé les jeunes gens, ça prête quand même à sourire. Et ce qui est aussi, à mon avis, tragicomique, c'est l'attitude de plus en plus de dirigeants néoconservateurs, démocrates américains, avant de quitter le pouvoir, qui, bien sûr, incitent les Ukrainiens à mobiliser de toute urgence ces jeunes de 18 à 25 ans pour les envoyer au front, se faire massacrer pour le plus grand bénéfice des États-Unis. Donc voilà, cette pantalonnade se poursuit. Bien sûr, tous ces jeunes gens essaient de quitter aussi vite qu'ils le peuvent l'Ukraine. Les désertions se multiplient, mais malgré tout, le conflit dure. On voit que l'autorisation qui a été donnée aux Ukrainiens de faire des tirs d'une portée pouvant aller jusqu'à 300 kilomètres sur les territoires russes n'a pas changé du tout la face des choses. Notamment, il faut le préciser, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de munitions, donc ils n'ont pas pu multiplier ces tirs à l'envi comme ils le souhaitaient. Et puis on a vu aussi beaucoup de mensonges, ou en tout cas d'exagération, avec la présence des Nord-Coréens. Il faut rappeler que les Ukrainiens ont annoncé la présence des Nord-Coréens, ont diffusé des images et des enregistrements alors même que les Nord-Coréens n'étaient pas sur place. Il semble bien qu'ils soient arrivés depuis, mais on est incapable de dire concrètement s'ils sont quelques centaines, 2000, 3000 ou 12 000 comme l'annonce Kiev. Donc on a toujours ce brouillard des rumeurs, de la désinformation autour de ce conflit. Et je ne suis pas certain que l'arrivée de Trump change rapidement les choses. Voilà, pour faire une rapide synthèse sur cette question ukrainienne. Ce qui va beaucoup changer cette année, bien sûr, c'est probablement l'attrition qui va s'accélérer. Et puis,
la cessation de livraison d'une partie du gaz russe par les gazoducs qui traversaient l'Ukraine. Alors ça, c'est l'une des inconnues, mais on voit bien sûr par rapport à cela que les Américains sont bien sûr montés à l'assaut, et Donald Trump l'a déclaré il y a quelques jours. Il fait tout ce qu'il peut pour vendre davantage de GNL à l'Europe, qui finalement va payer toute seule le prix de cette guerre, puisque les Américains ont amorti leurs dépenses à travers leurs exportations de gaz, qui leur ont rapporté beaucoup d'argent. Comment tu expliques que les Ukrainiens, que Zelensky n'ait pas mobilisé massivement ces jeunes pour défendre leur pays? Pour moi, c'est incompréhensible parce qu'envoyer des hommes de 35, 40, 50, 55 ans au combat, alors même qu'ils sont soutiens de famille et pères de famille, me semble totalement erratique. Ça ne veut pas dire que je souhaite la mort des jeunes gens de 18 à 25 ans, mais on sait bien que dans toutes les armées du monde, en termes de dynamisme, en termes de rusticité, les jeunes sont plus facilement malléables. Et de toute façon, quand il y a un service militaire, il se fait dans ces années-là, entre 18 et 25 ans. Et après, passé cet âge-là, ce ne sont que des réservistes ou des volontaires. Donc là, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Est-ce qu'il a voulu protéger les classes vives de son pays? C'est vraiment un mystère, mais ça montre de toute façon le côté totalement délirant de ce gouvernement que je n'appelle pas un gouvernement, parce que d'abord, Zelensky n'est plus le président légitime depuis longtemps. Il faut rappeler que son mandat s'est terminé au mois de mai et que Oui, depuis le mois de mai, il y a une situation d'un dictateur de fait. c'est ça. Il faut rappeler qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill s'était représenté aux élections, il a été battu, il est parti tout de suite. Donc là, on a un Zelensky qui, par certains côtés, à mon avis, utilise l'image de Fidel Castro en étant depuis des années en trait comme le leader Maximo cubain, qui est un dictateur à sa manière, tout à fait comme l'a été Castro. Ceci dit, je pense que Castro a même fait bien plus de bien à son pays que Zelensky n'en fait. Et puis surtout, on ne peut pas parler d'un gouvernement, parce que c'est un gang dans lequel on voit toujours les mêmes détournements de fonds, la même oppression ou l'esprit de revanche sur une partie de la population. Voilà, et voilà le régime que nous soutenons. Nous occidentaux, et nous trouvons dans l'incapacité de mettre un terme à cette guerre. Voilà. Je termine sur juste un point. On a vu à quoi menaient les gesticulations du président Macron, qui a à plusieurs reprises essayé de reparler de l'envoi de troupes, qui a essayé de redonner espoir à travers les missiles, qui a mobilisé ses alliés estoniens et des autres pays baltes pour essayer de faire quelque chose, et qui finalement chaque fois a été renvoyé dans ses buts par l'Allemagne d'une part, mais aussi par les Polonais qui ne veulent pas entendre parler de troupes au sol, et les réactions des Russes ont été aussi assez virulentes en la matière. Est-ce que l'usage d'armes hypersoniques, au sens large, par la Russie est un game changer? Est-ce que la traduction de ces armes va réellement changer les rapports de force entre l'Occident et la Russie? Oui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un élément important qu'il faut aussi rappeler. Non seulement les missiles hypersoniques, bien sûr, mais surtout les missiles comme Oreshnik, qui ont vraiment calmé le jeu sur le plan des frappes d'attaque MS et de Scalp et de Storm Shadow. Oui, il y a une avancée technologique en la matière des Russes qui est indéniable. On n'arrive pas à véritablement savoir quelle est la quantité de stock dont ils disposent, mais ça leur offre un élément très favorable, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de dissuasion balistique non nucléaire. Et vu que nous n'avons pas aujourd'hui des doctrines dans aucun des pays occidentaux qui permettent de faire, enfin non seulement de faire face, mais de répondre à cela, ça n'a pas été étudié. Si demain des frappes trop importantes avaient lieu sur le territoire russe, sur des grandes villes par exemple, et que Moscou décide de riposter avec un missile comme le missile Orishnik, dans lequel il n'y aurait même pas d'armes nucléaires, et qu'il frappe une grande ville, enfin pas une grande ville, une base militaire européenne de l'OTAN, on pourrait bien sûr prendre ça comme une agression, mais on se retrouverait privé de la possibilité de faire une riposte nucléaire puisque nous n'aurions pas été frappés par le nucléaire. Donc là, les Russes sont en, je dirais, un échelon intermédiaire qu'ils ont développé assez astucieusement, il faut le reconnaître, et face auquel nous sommes démunis, sauf à faire une montée aux extrêmes et nous-mêmes à riposter par quelque chose qui soit du nucléaire tactique, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc là, on se retrouve piégé par je dirais, ce degré supplémentaire qu'ont les Russes dans leur propre arsenal.
Alors, de ton point de vue, comment va agir Trump? Puisqu'il avait dit sur la crise ukrainienne qu'il arrêterait la guerre dès son premier jour à la Maison Blanche. Et depuis, il a multiplié les déclarations un peu plus contradictoires ou un peu plus tempérées, on va dire. Comment tu sens le règlement de la crise ukrainienne, de la guerre ukrainienne, puisque Zelensky lui-même commence à parler de pourparlers de paix? Oui, Zelensky est obligé, d'une certaine manière, de faire un peu amende honorable. Je pense sincèrement, d'après tout ce que l'on voit, Trump semble assez déterminé à mettre fin à cette guerre. Il a quand même conscience qu'elle est très intéressante financièrement pour les États-Unis, hein, puisque les ventes de gaz, alors notamment américains bien sûr, mais norvégiens aussi, ont considérablement enrichi ces deux pays. Je rappelle que la totalité de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, c'est 5% du budget de leur défense, à quelque chose près, dont d'ailleurs une grande partie retourne aux États-Unis, puisque c'est de la vente de matériel ou de munitions. Donc ça veut dire que ça a fait tourner les entreprises américaines et que ces sommes d'argent qui ont été dépensées ont largement été compensées par l'exportation du gaz. Donc ça n'a rien coûté aux États-Unis. Et Trump, même s'il souhaite mettre un terme à ce conflit, a pris conscience récemment finalement que c'était aussi une bonne affaire sur un plan économique pour Washington. Mais je crois que c'est surtout l'attitude des Russes qui est déterminante dans ce dossier. Ils ne veulent pas entendre pour l'instant d'un fin de conflit tant que leurs conditions ne sont pas ne sont pas acceptées, c'est-à-dire la récupération des 4 provinces qu'ils ont d'ores et déjà inclus dans la Russie. Et puis, à mon avis, ils ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas expulsé les troupes ukrainiennes de la région de Koursk. Et à ce moment-là, je pense qu'ils seront prêts peut-être à arriver à une table de négociation, mais avec des conditions extrêmement claires qui sont le désarmement de l'Ukraine en grande partie, sa non-adhésion à l'OTAN et puis la reconnaissance effectivement des nouvelles frontières avec les 4 oblasts qui ont rejoint Moscou. Le temps joue pour eux. Ils avancent lentement. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'ils ne peuvent pas aller plus vite ou est-ce qu'ils ne veulent pas aller plus vite? Oui. Donc, un petit peu des deux, probablement. Ils n'ont pas non plus intérêt à ce que cette guerre dure des années parce que si elle n'a pas eu d'impact majeur, contrairement à ce qu'on espérait en Occident sur leur économie, elle pourrait en avoir à moyen terme. Je pense que les choses peuvent évoluer courant 2025, mais je ne m'attends pas à ce qu'à la fin de l'hiver, tout soit réglé. Mais encore une fois, je peux me tromper sur ce point. Est-ce que tu penses que la non-reconduction du traité de délivrance du gaz à travers l'Ukraine, la non-reconduction de cet accord entre l'Ukraine et la Russie, à l'initiative de Zelensky, est-ce que cette interruption qui met des pays comme la Slovaquie en difficulté peut avoir un impact négatif sur l'Union européenne? Alors, je le pense, mais je ne suis pas suffisamment compétent pour pas avoir étudié le dossier de manière suffisamment précise. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord encore une fois, un geste désespéré de Zelensky pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Les premiers qui en souffriront, ce seront les Ukrainiens, puisqu'ils touchaient énormément de royalties avec le passage du gaz naturel sur leur territoire. C'est aussi de la basse vengeance vis-à-vis de Fico, bien évidemment. Je me souviens, je crois que ça ne touche pas les Hongrois, mais il y a aussi du règlement de compte derrière cela. Ceux qui vont sûrement le plus en souffrir, c'est aussi bien sûr les Roumains, les Moldaves et la Transnistrie russe. Pour nous, Européens, il y aura certainement un impact. Il y a quand même d'autres gazoducs qui nous approvisionnent, et puis nous recevons de plus en plus de gaz américain qui compense ça, mais ça va de toute façon faire monter les prix de l'énergie de manière assez significative. J'observe que malgré tout, on est dans une phase où on a une augmentation de l'importation du gaz russe, principalement par l'Inde et l'Azerbaïdjan. Donc, je pense que nous ne souffrirons pas de manière majeure de cette interruption, si ce n'est qu'à travers une augmentation des coûts et peut-être un ralentissement mineur des livraisons. Voilà, mais je préfère pas trop m'aventurer sur ce terrain qui finalement est encore assez flou pour moi. Une autre crise, celle que tu as évoquée, qui est la crise au Proche-Orient, au sens large. On dira quelques mots à part sur la Syrie. Mais aujourd'hui, est-ce que tu considères que Benjamin Netanyahou, à l'approche de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, est affaibli ou renforcé par la crise à Gaza, la guerre à Gaza, la guerre au Liban, et puis
les différents événements qui ont entouré cette année, notamment l'évolution avec l'Iran. Non, malheureusement, Netanyahou ne me semble pas affaibli, même si depuis quelques semaines, entre son intervention chirurgicale et ses allers-retours fréquents devant les commissions d'enquête, les choses se compliquent un petit peu pour lui. Je pense que cet homme et son gouvernement d'extrémistes, parce que c'est absolument le cas, on a affaire à des, même si le terme n'est pas tout à fait adapté, puisque on utilise souvent le terme fasciste en dehors de son contexte italien, mais c'est vraiment le sentiment que ça fait. On voit très bien que sa politique totalement belliciste a été très fortement contestée, en tout cas jusqu'à l'invasion du Sud-Liban, malgré les atrocités de Gaza, sur lesquelles on a plus de chiffres aujourd'hui. C'est 1200 victimes, bien sûr, mais 800 civils et 400 militaires quand même. Donc voilà. Après ça, il était normal que les Israéliens réagissent, mais l'épuration ethnique, voire la volonté de génocide qui se produit à Gaza est tout à fait inadmissible et insupportable pour un pays qui est une démocratie et qui a connu la Shoah à mes yeux. Alors, bien sûr, ce qui pondère ça, c'est qu'on voit beaucoup d'Israéliens, depuis le début du conflit, manifester tous les jours de manière très véhémente contre ce gouvernement, mais ils n'arrivent pas à le renverser. Netanyahou est allé jusqu'à interdire le quotidien de gauche Haaretz de tout contact avec les autorités. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il s'en est pris au Hezbollah et à Nasrallah, on a vu un regain de popularité, puisque là, les Israéliens considéraient que c'était une vraie menace pour eux et qu'il n'y a pas eu contrairement à ce qui s'est passé à Gaza, de ciblage majeur de la population civile. Il y a eu des frappes collatérales importantes au Liban, il y a eu des déplacements de population. Et puis, alors, ce que l'on voit, c'est que Netanyahou a su admirablement tirer parti de l'alignement des planètes dont il a profité. On se rend compte que ce petit État de moins de 10 millions d'habitants est en train de cogner à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie. Ils ont frappé des milices dans le sud de l'Irak. Ils frappent les Houthis. Ils ont frappé en Iran. C'est un emballement absolument ahurissant qui marche pour l'instant. C'est ça le plus frappant. Encore une fois, en dépit de l'opposition intérieure. Mais Netanyahou a finalement a su saisir cette opportunité, ce kéros, comme disaient les Grecs, et a imposé sa politique totalement aberrante à tout le Moyen-Orient avec l'appui des États-Unis, parce que les livraisons d'armes et de munitions ont été majeures, et puis la passivité de l'Europe. Et ça, je pense qu'à très court terme, les Israéliens viennent de s'acheter probablement 10, 15 ans de tranquillité, notamment avec la destruction de l'arsenal syrien, mais qu'à moyen terme, ça va être une catastrophe pour l'État hébreu, puisque la volonté de vengeance ne va faire qu'empirer, et beaucoup d'Israéliens opposés à Netanyahou bien sûr, en sont conscients. Et de toute façon, le problème israélo-palestinien reste entier et n'est pas résolu par les massacres qui ont lieu à Gaza. Est-ce que cette hyperactivité militaire que tu nous décris aurait pu avoir lieu sans un soutien massif, extrêmement coûteux du Pentagone et des États-Unis? Parce qu'il y a un mythe de l'invincibilité d'Israël, mais c'est d'abord un mythe, la réalité, c'est la puissance américaine qui intervient. Oui, sur le plan militaire, et là, encore une fois, sans porter de jugement de valeur sur la justesse de la cause, il y a deux choses. C'est qu'il y a une créativité remarquable israélienne. D'abord parce qu'ils sont confrontés à la guerre depuis des décennies maintenant, et puis qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas perdre, parce que s'ils perdent, ils sont rejetés à la mer. Donc de ce côté-là, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, il faut reconnaître qu'il y a une créativité indéniable. Et elle est soutenue, bien sûr, par des fonds et des livraisons d'armes américaines. Sans ça, la créativité seule, l'ingéniosité ne permettrait probablement pas, même sûrement pas, de faire ce qu'ils ont fait, puisque l'essentiel de leur matériel sont les matériels américains, les bombes, les munitions, voilà, tout ça a été fait. Et alors, ça a été notamment renforcé ces derniers temps sous le régime Biden, comme d'ailleurs Trump l'avait fait une première fois, mais par le soutien indéfectible des néoconservateurs comme Blinken à l'État hébreu. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans ces dernières semaines de pouvoir, de présence à la Maison-Blanche des néoconservateurs, ils ont mis vraiment le paquet pour être sûr que tout se passe bien côté israélien. Mais sur ce point, je ne pense pas que Trump changera véritablement les choses, même s'il semble beaucoup plus exaspéré par Netanyahou et finalement moins disposé que l'équipe précédente à accepter tout et n'importe quoi.
de sa part. Et là, je pense qu'on pourrait avoir quelques surprises parce que Trump sait aussi qu'il a intérêt à remettre une forme de paix au Moyen-Orient pour y développer le business. On va y venir, mais j'aimerais bien qu'on dise quelques mots de la crise syrienne que tu as évoquée. Alors, sur le fond, puisqu'on est loin de tout savoir sur ce qui s'est passé, sur les engrenages qui ont joué, mais est-ce que tu penses que c'est une opération qui a été menée par la Turquie sans la complicité des États-Unis et d'Israël, cette opération de chute de Bachar el-Assad? Comment tu expliques cette chute fulgurante, foudroyante? Oui, cette crise syrienne, elle est à la fois liée à la crise israélienne et elle est à la fois indépendante. Euh, Effectivement, comme tu le disais, il y a encore des choses troubles, même si ça commence à s'éclairer peu à peu. Et je crois que les deux phénomènes se sont mixés en réalité. Il y avait une volonté très forte des Turcs euh, de renverser Bachar, et surtout derrière ça la volonté de renvoyer chez eux tous les réfugiés syriens qu'ils ont sur leur territoire. Et vu la manière dont ils ont cadré le mouvement Hayat Tahrir al-Sham HTS depuis des années, et la constellation de groupes qu'il y a autour de HTS, parce que ce n'est pas un groupe homogène. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que cette opération a été préparé, piloté et encadré par les services secrets turcs et par l'armée turque. Il y avait des conseillers à peu près partout. Ça n'a pas pu se faire sans l'aval passif des Iraniens et des Russes. Et ça n'a pas pu se faire non plus sans que soient informés les Américains et les Israéliens. Donc, je pense qu'il y a plus une cristallisation, finalement, d'événements autour de cette crise syrienne qu'une main invisible qui a été la main turque, parce que les Turcs, même s'ils ont finalement créé la pichenette qui a fait tomber le régime, ne sont pas non plus responsables de tout ce qui se passe dans le pays. Inversement, ceux qui voient une main américaine et une main israélienne derrière ces actions-là, à mon avis, se trompent. Je pense qu'il y a eu plusieurs forces en jeu. Certes, les Turcs ont été, à mon avis, les plus engagés. Maintenant, ce qui s'est également passé, parce que les langues se sont déliées en Syrie depuis la chute de Bachar. Et moi, j'y avais de nombreux contacts. Et effectivement, ce que nous disaient peu les gens avec qui nous étions en contact en Syrie, c'est la manière dont avait basculé le régime de Bachar depuis la fin des années 2010. Eux disent qu'à partir de 2017-2018, il y a vraiment eu un renversement. Autant dans les premières années, à partir de 2011 jusqu'en 2015, on sentait qu'il avait encore une majorité de la population derrière lui, même si ce n'était qu'un peu plus de 50%, la population ne voulait pas des djihadistes. L'intervention russe à partir de 2015 a permis là aussi de redonner un peu d'air à un moment donné où le régime était pas loin de sombrer. Et puis 2-3 ans après, il semble bien que le clan Bachar, le clan de sa femme, soit un petit peu devenu flou, si on peut dire, et ça a été la multiplication des arrestations, ça a été la multiplication de la prédation économique à tout niveau dans le pays, jusqu'à ces derniers mois où, semble-t-il, il avait compris qu'il ne pourrait pas tenir en place, et donc il a préparé sa fuite. Alors, c'était assez logique. Il faut rappeler que la Syrie elle n'est pas sortie, mais vient de connaître 13 ans de guerre civile ininterrompue. Je faisais quelques recherches historiques. Nous n'avons pas connu 13 ans de guerre civile ininterrompue en France depuis la guerre de 30 ans. Parce que même les guerres de la Révolution ont duré une dizaine d'années sur notre territoire avec la Vendée. Donc imaginons ce que c'est que 13 ans de guerre avec des armes modernes dans un pays de cette nature. Il y avait plus de forces vives, même pour les groupes qui étaient favorables à Bachar, et qui de toute façon, avec le temps ces dernières années, voyaient bien que le régime n'était plus défendable et n'était plus motivé, n'avait plus envie de se battre pour un régime aussi qui était devenu pourri avec beaucoup de trafic de drogue. Et je dirais autant au début de son règne, Bachar était infiniment plus respectable que son père, s'était comporté de manière beaucoup plus acceptable, mais autant c'est vrai ces dernières années, il avait totalement dérivé. Et donc ça explique la vitesse avec laquelle le régime s'est débandé. Les hommes ont déposé les armes parce qu'ils n'avaient plus envie de se battre. Et donc c'est une chute qui a été assez rapide, d'autant que la totalité des États voisins ont laissé faire. Il faut quand même se souvenir que les Russes ne sont pas intervenus, les Iraniens non plus, le Hezbollah était occupé au sud Liban, et même les milices irakiennes ne sont pas intervenues. Moqtada al-Sadr, le leader chiite irakien, avait dit que c'était une affaire qui ne les concernait pas. C'est quand même assez extraordinaire devant
finalement le fait que l'axe chiite Beyrouth, Damas, Téhéran soit cassé. Donc il y a eu un laisser-faire complet, ce qui a bien sûr permis à cette offensive russe de réussir au-delà de toute espérance. Les combats ont été tout à fait minimes et le pays est tombé en moins de 10 jours. C'est incroyable. Est-ce que comment tu comprends la relation qui s'est faite dans les dernières semaines entre Bachar el-Assad et l'Iran, puisque tout le monde disait que la Syrie était au fond un proxy, comme on dit, de l'Iran, ou était devenu un proxy de l'Iran. On a eu le sentiment qu'il y avait un relâchement des relations entre les deux pays. Comment tu perçois ça, toi? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'Iran est quand même extrêmement inquiet pour son intégrité territoriale d'une part, mais aussi pour sa sécurité avec la situation. Les frappes israéliennes sur l'Iran, c'est pas ça le plus important. Elles n'ont pas fait des dégâts majeurs. Il y a eu des dégâts importants. Il y a eu aussi des dégâts réels de la part des tirs iraniens en Israël. L'homme de fer n'a pas tout arrêté, mais les Iraniens ont vu petit à petit leurs auxiliaires comme le Hamas, pour lequel ils n'ont pas de tendresse, même s'ils le financent et qu'ils le poussent à agir contre Israël, et puis leurs vrais amis comme le Hezbollah, les milices chiites en Irak et le régime de Damas, petit à petit être considérablement affaiblis par les opérations israéliennes, et ils ont donc décidé de se recentrer sur leur propre sécurité, parce qu'ils n'étaient plus en mesure soit ils n'étaient plus en mesure de les aider, c'est une réalité, mais ils voulaient également ne pas se retrouver en situation de provoquer une montée aux extrêmes, parce qu'ils étaient, il faut reconnaître qu'il y a eu de la prudence. On sait qu'il y a eu des débats importants à Téhéran, parce qu'ils avaient peur de perdre la face et leur réputation en laissant tomber le Hezbollah. Ils ont annoncé à plusieurs reprises que le Hezbollah était tout à fait capable de se défendre tout seul, mais finalement, ça n'a trompé personne. Donc l'Iran est dans une situation difficile, pas catastrophique, mais il lui faut gérer à la fois une contestation intérieure qui est toujours présente et puis des menaces extérieures qui sont réelles. Et le régime a décidé de se concentrer sur le pays pour ne pas être attaqué sur deux fronts en même temps. Maintenant, le régime de Damas lui-même ne tenait que grâce à l'intervention des forces russes, du Hezbollah, des conseillers et des éléments militaires iraniens, des milices irakiennes, et quand les uns et les autres notamment quand le Hezbollah est reparti se battre au sud-Liban, quand les Russes ont progressivement ralenti leur soutien à cause de la guerre en Ukraine, le régime ne pouvait pas tenir. Alors, il y a dans tout ça un paradoxe qui est assez amusant, c'est que c'est la seule victoire en politique étrangère pour les démocrates, les néoconservateurs, parce que finalement, depuis 2011, ils n'ont eu de cesse de vouloir renverser Bachar al-Assad. Depuis 2011, ils occupent de manière tout à fait illégale une partie du territoire syrien sur lequel ils exploitent, là aussi de manière illégale, des puits de pétrole. Ils n'étaient pas parvenus, malgré le fait qu'ils aient activé les Turcs, les Qataris, les Saoudiens pour faire tomber Bachar. Ils ont failli, fin 2014, y parvenir, mais les Russes sont intervenus. Et puis là, finalement, leur politique porte ses fruits. J'ai envie de dire qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, finalement. Bien sûr, ils en sont ravis. J'ai envie de dire que c'est peut-être le seul succès qu'ils peuvent mettre à leur avantage, même si c'est un succès qui se fait encore une fois au détriment de la population syrienne, et puis de l'équilibre régional, parce qu'on ne sait pas du tout ce que va devenir ce pays, même si pour l'instant les choses semblent à peu près contrôlées depuis un mois. Évidemment, le grand engrenage qui manque à ce mécano, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir, dont on voit qu'elle commence à faire de plus en plus monter la pression un peu partout, notamment dans l'Union européenne à cause de la guerre tarifaire, guerre protectionniste que Trump annonce. Comment tu perçois, toi, dans les 3 mois, les relations de l'Europe et du monde avec les États-Unis? Ouais, il y a une chose qui me frappe, c'est que comme dans son premier mandat, mais même encore plus qu'à l'occasion de son premier mandat, Trump a commencé à agir avant d'être élu. Et finalement, on s'aperçoit que depuis novembre, il donne le ton à travers ses déclarations fracassantes, mais à travers aussi le fait que beaucoup d'élites américaines ont compris que ça allait maintenant être lui le boss véritablement, surtout après 4 ans de vacances finalement du pouvoir à la Maison Blanche avec grabataire qui a été Biden. Et puis on sait aussi qu'il est dans un esprit de revanche qui veut vraiment faire le ménage. Donc il y a eu toute une série de manœuvres à la fois intérieures, mais aussi internationales pour venir le voir.
et pour essayer de prendre un certain nombre de garanties avant son arrivée aux affaires. Alors c'est vrai qu'il a été particulièrement provoquant ces derniers jours, tant sur l'affaire du canal de Panama, que du Groenland, que du Canada. Et mes contacts russes me disaient il y a quelques jours, faisaient la réflexion humoristique, je précise, suivante. Il me disait, nous sommes prêts à reconnaître que le Canada, le Groenland et le canal de Panama appartiennent aux Américains, si Trump accepte de reconnaître que toute l'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes sont à nous. Voilà, c'est une plaisanterie, mais les Russes sourient beaucoup de voir les annonces fracassantes de Trump qui ne déclenchent finalement pas beaucoup de levées de boucliers autres que médiatiques, alors qu'eux-mêmes se font insulter régulièrement quand ils évoquent leur attachement à la mer Russie de terres qui ont toujours été russes. Voilà. Non, la crainte. Comment tu expliques au passage que Trump, qui a été attendu par beaucoup de Trumpolâtres en France, je pense à des gens comme François Asselineau qui expliquaient que Trump allait d'un coup de baguette magique régler tous les problèmes et qu'on allait vivre la paix dans le monde. Comment tu expliques que tout à coup ils disent on va annexer le Canada et le Groenland? Oui, ça c'est du Trump tout craché. Je pense que c'est un homme qui a une ambition pour les États-Unis qui est réelle. C'est difficile parce que c'est difficile pour moi de l'analyser parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne percevait pas avant ces déclarations. S'il y avait eu des traces qui permettaient de dire voilà, il va soit être provoquant, soit il a réellement cette démarche-là. Moi, je pense qu'il est, comme on l'a connu il y a entre 2016 et 2020, c'est un bluffeur. Et en faisant ça, il fait monter les enchères avant de négocier sur d'autres points. Et d'une certaine manière, il a raison. Il va essayer d'imposer sa volonté partout où il le peut. Et plus il met la pression dès le début, plus il va pouvoir obtenir des concessions de ses interlocuteurs. Après, il n'a pas les moyens de tout faire, mais en tout cas, il est indéniable à mon sens que cet homme va être un game changer pour prendre cet horrible mot anglais. Pas là où on l'attend. Effectivement, depuis le début, on disait mais il va résoudre le problème ukrainien très rapidement. Et depuis un an, on disait que ce serait pas si facile que ça. Mais il va faire bouger les lignes, c'est absolument indéniable. Le fait qu'il soit en train de réclamer que tous les pays européens passent à 5% de budget de défense s'ils veulent que les États-Unis restent dans l'OTAN, à condition bien sûr d'acheter des armements américains. Voilà, tout ça, on voit qu'il est en train de mettre la pression sur tout le monde. Il a des moyens de pression. D'autant que ses adversaires sont soit timorés, soit divisés. Moi, je suis assez sidéré de l'attitude de Trudeau vis-à-vis des États-Unis, même si une grande partie du commerce se fait avec cet État. Je ne parle pas de celle du président du Panama ou du Premier ministre danois, mais c'est vrai que personne ne monte véritablement au créneau. Et si tout le monde a peur de Trump, bien sûr, il aura gain de cause. Quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il ne met d'autant plus la pression sur des adversaires qui sont plus faibles que lui, qu'il sait qu'ils ne pourront pas réagir ou qui ne sont pas en situation psychologique de le faire parce qu'ils sont d'ores et déjà asservis au régime américain. On voit que Trump correspond beaucoup, on va dire ça comme ça, s'appuie beaucoup sur Giorgia Meloni en Italie. C'est aussi un peu une surprise. Certains disaient qu'il allait plutôt s'appuyer sur la Pologne, ce qui n'est pas exclu. Mais là, le rôle de Giorgia Meloni devient central en Europe du fait du soutien de Trump. Oui, oui, c'est assez surprenant que ça vienne aussi vite et de manière aussi claire. D'un autre côté, Mélanie a très bien joué. Quand on entendait ses discours avant son élection, qui étaient des discours extrêmement virulents, notamment sur les questions internationales, elle a totalement changé son jeu, elle s'est totalement alignée sur les Américains, mais avec en contrepartie quelque chose de très astucieux, c'est qu'elle a obtenu que les Américains lui laissent totalement carte blanche et ne l'embêtent pas sur ses questions intérieures et sur les questions d'immigration en Méditerranée. Donc, je pense qu'elle donne pleinement satisfaction à son électorat en Italie sur les questions internes et qu'elle a passé un deal déjà avec les néoconservateurs de l'équipe Biden, mais avec Trump aussi, dont elle est plus proche idéologiquement, pour dire, écoutez, moi je m'occupe d'abord de mon pays et sur le reste je vous suis et je vous appuierai. Voilà, alors il y a toujours le facteur Elon Musk dont on dit qu'il serait proche en tout bien tout honneur de la
de la présidente du Conseil italien, mais on s'aperçoit que cette femme est à la fois très astucieuse et très tacticienne, et que pour l'instant, elle tire plutôt très très bien les marrons du jeu. Est-ce que, au fond, l'Italie ne devient pas la puissance dominante de l'Union européenne, parce que l'Allemagne et la France se sont aussi considérablement affaiblies, notamment du fait de leur crise intérieure et de leur politique industrielle qui est complètement à l'envers? Oui, alors il y a ça d'une part, mais je pense pas que ce soit le plus déterminant. Il y a ça d'une part parce qu'effectivement la chute française et la chute allemande ont été plus importantes que la chute italienne, mais on peut pas dire que l'Italie soit non plus sortie grandie de la crise ukrainienne. Ces 3 grands pays de l'Union européenne ont été plutôt remplacés par l'axe, Washington, Londres, Varsovie dans le fonctionnement de l'Union européenne et de l'OTAN. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, côté, comment dire? Côté italien, les liens, avec les Américains sont quand même très, très forts. Je crois qu'on est à une quantité de bases américaines sur le sol italien. Alors j'ai plus le chiffre en tête, tu me pardonneras, mais entre des dépôts d'essence jusqu'aux garnisons, je crois que c'est plusieurs, je crois que c'est 170 infrastructures américaines sur le sol italien. Donc il y a quand même une dépendance absolument majeure de l'Italie des États-Unis. Et on le voit bien d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des velléités en Italie de se mettre plus sur une position souverainiste, si je puis dire, un petit peu comme on l'a eu en France, tout au moins dans le discours, eh bien, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont trop dépendants des Américains, des bases de l'OTAN, voilà, de la 6e flotte, de ce qui se passe en Sicile. Donc, les Italiens, d'une certaine manière, sont bien plus tenus que nous, Français. J'ai envie de dire, et sont plus tenus que les Allemands. Donc ça explique aussi une partie de leur comportement, même s'il y a une partie de la population italienne et de la classe politique qui n'apprécie pas cette situation. Ah, il y a quand même une actualité que moi je trouve un peu troublante, mais je ne sais pas si tu partages ce trouble. On vient d'assister à deux attentats majeurs aux États-Unis, commis par des anciens de l'armée américaine, qui s'étaient croisés d'ailleurs sur la même base en Irak. Euh, Est-ce que, et alors ces anciens soldats se réclament de l'armée de Daesh, je crois. Est-ce que l'arrivée de Trump peut être aussi le moment d'une activation de cellules dormantes et dont les liens avec l'armée américaine ne sont pas complètement transparents? Je ne sais pas si ça va être lié à l'activité à l'arrivée au pouvoir de Trump. Je pense que c'est notamment la crise syrienne qui va relancer cette situation-là. Euh, Parce qu'on voit qu'après avoir été, je dirais, quasiment éradiqué en Irak, l'État islamique est rentré dans une phase intermédiaire où il s'est retranché, il s'est replié pour essayer de repasser à l'action. Donc il y a eu vraiment une phase de repli importante. Est-ce qu'on est en train d'en sortir? C'est difficile de le dire. Est-ce qu'on a affaire à des loups solitaires? J'ai du mal à le voir pour l'instant. À mon avis, on est sur le fil du rasoir et la situation syrienne va être déterminante. Pourquoi? Parce que même si ça se passe bien depuis un mois, entre guillemets, en Syrie, où le nouveau régime, finalement, semble respecter un semblant de pluralité religieuse, n'est pas rentré dans des purges et des vengeances terribles, même s'il y a beaucoup plus de règlements de compte qu'on veut bien nous le faire croire à travers les médias occidentaux. Hein. C'est pas aussi simple et aussi propre que ce qu'on veut nous faire croire. Moi, je crains plusieurs choses. Ou bien on a affaire à un discours de taquilla, c'est-à-dire de dissimulation complète de la part des ex-djihadistes comme Al-Shara, qui est le vrai nom de Al-Joulani. Il faut rappeler que c'est quand même... Quoi de la taquilla? Oui, bien sûr. Il est quand même passé à la fois par Al-Nusra et comment dire, et Daesh, donc c'est quand même un terroriste de la pire espèce. Soit il est dans la dissimulation, donc on aura des surprises dans quelques temps, de gérer dans une dissimulation obligée, parce qu'il sait très bien que sans les Turcs, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Voilà, certains disent qu'il pourrait y avoir une évolution, qu'il pourrait évoluer comme l'a fait Abdelhakim Bellach, qui a été un des leaders du groupe islamiste combattant libyen, qui finalement, après avoir participé au renversement de Kadhafi, est devenu un homme d'affaires et comment dire, gagne des milliards en
participant à l'immigration clandestine vers l'Europe, soit, d'ailleurs, ceux qui pensent ça considèrent que le voyage en Arabie Saoudite est en train de le confirmer, et on dit qu'on pourrait peut-être avoir avec ce régime un espèce d'État islamiste modéré correspondant à ce qu'est l'Arabie Saoudite. Alors, même mes amis musulmans me le disent, les islamistes sont des islamistes, c'est comme un nazi, il n'y a pas d'islamistes modérés. Bon. Et puis l'autre question, c'est de se dire peut-être que ça correspond à une véritable aspiration et que l'homme veut aller vers un régime qui soit moins difficile, mais à partir de ce moment-là, ça va ouvrir des boulevards pour Daesh, puisque vu qu'une grande partie de la coalition de groupes qui sont derrière lui sont quand même des islamistes de la pire espèce, certains n'accepteront pas, passer quelques mois, les concessions qui sont faites à ceux qui ne respectent pas l'islam radical auquel ils sont attachés. On aura obligatoirement des dissensions. Daesh en profitera pour repasser à l'action à ce moment-là. Voilà. À mon avis, on a les deux cas de figure sont présents. Ça explique pourquoi les Américains et même nous Français ces derniers jours avons procédé encore à des frappes sur les bases de l'État islamique en Syrie pour les empêcher de se solidifier et de repasser à l'action interne. Mais de toute façon, ce pays pourrait ou bien passer entre les gouttes avec de la chance, c'est tout le mal que je leur souhaite, ou bien on est à deux doigts de l'explosion, mais on est dans une situation extrêmement sensible. Les Druzes se sont mis sous la protection d'Israël, d'une certaine manière. Les Alaouites sont très inquiets, il y a d'ailleurs déjà un certain nombre de combats. Les chrétiens et les chiites ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Les Kurdes se préparent déjà au combat contre les Turcs et leurs proxys. Donc, soit il y a une résolution, une situation telle qu'elle est qui arrive à durer. Rien n'est impossible. Malheureusement, je parierais plutôt pour un 60-40 que le pays va ressombrer dans une situation extrêmement difficile au courant 2027. Est-ce que ce que tu dis... Oui. Un autre point qu'il faut avoir à l'esprit, parce que les médias en parlent pas. La Syrie n'est pas aujourd'hui en état d'accueillir les 3 millions de réfugiés qui doivent rentrer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de médicaments, il y a 2 heures d'électricité par jour. Ceux qui vont rentrer vont bien sûr vouloir retrouver leurs biens, qui ont été récupérés par une partie de ceux qui sont restés. En plus, la libération des prisons qui a été faite n'a pas fait en sorte qu'on remette en liberté uniquement des individus qui avaient été emprisonnés de manière inique et politique par le régime de Bachar. Il y a beaucoup aussi d'islamistes, de prisonniers de droit commun, de criminels, de violeurs qui ont été libérés. Vu que les troupes de l'armée de Bachar ont déposé leurs armes quasiment dans la rue, et que le nouveau régime actuel essaie de récupérer tout ça. Beaucoup d'armes sont parties dans la population, beaucoup d'armes ont été récupérées par ces criminels qui sont sortis de prison, et on voit déjà, bien sûr, se multiplier toute une série d'actions de type criminel dans ce pays. Donc, malgré la belle image qu'on essaie d'en donner en Occident, la situation est beaucoup, beaucoup plus instable qu'il n'y paraît. Est-ce que tu nous dis qu'au fond, 2025 a toutes les chances ou tous les risques d'être encore plus agité que 2024 et encore plus bouillonnante? Je réponds souvent à ce genre de questions. Le renseignement n'est pas l'astrologie. Donc, il faut faire un peu de prospective. Voilà, avec le bilan qu'on vient de faire, je pense que les choses pourraient se calmer un petit peu côté ukrainien, en tout cas sur le conflit russo-ukrainien, que la situation ne va pas s'améliorer en Europe, mais sur un plan économique. Par contre, je crois qu'on a des risques beaucoup plus importants sur le Proche et le Moyen-Orient, bien sûr. Mais encore une fois, si toutes les puissances, quel que soit leur niveau de la région, les Saoudiens, les Turcs, les Iraniens arrivent et bien sûr les Américains arrivent à se mettre d'accord, on pourrait laisser une couverte sur cette situation syrienne et finalement avoir une issue un peu plus favorable. C'est difficile à dire. Maintenant, ce que je crains aussi, c'est qu'on voit que d'autres crises pourraient émerger dans le Caucase. La situation en Arménie n'est toujours pas résolue, les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Puis on voit une politique totalement surprenante de Ilham Aliyev en Azerbaïdjan qui est en train de s'en prendre à Moscou à cause du crash de l'avion. Or, l'Azerbaïdjan, sans le soutien de la Russie, ne tiendra pas. Et pour l'instant, ils ont joué très astucieusement à cause des erreurs des Arméniens. Ils ont obtenu la passivité russe dans la spoliation des terres arméniennes du Haut-Karabakh. Mais si demain Aliyev commence à s'en prendre à Moscou, je pense que les choses pourraient vraiment se retourner contre lui. Voilà. Donc il y a d'autres foyers de crise avec la Géorgie à côté.
même si les choses semblent à peu près se tasser en ce moment, cette zone du Moyen-Orient et du Caucase va être le principale préoccupation pour ceux qui suivent les questions internationales en 2025. Bon, j'ai beaucoup abusé de ta patience. Qu'est-ce que tu souhaites pour clore ce panorama que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu souhaites aux Français? Qu'est-ce que tu souhaites pour 2025? Écoute, si je croyais encore au Père Noël, je me permettrais de formuler le vœu suivant, que nous ayons. Non, le Père Noël n'existe pas, mais Saint-Nicolas, oui. Saint-Nicolas, oui. Non, effectivement, c'est que notre classe politique et une partie de notre diplomatie, même si elle est, comment dire, frustrée dans beaucoup de ceux que je connais, nous sommes totalement à la traîne des Américains et je pense que nous avons malgré, au-delà de ça, même au-delà du fait que nous obéissions, nous suivions une politique qui n'est pas la nôtre, il y a malheureusement de moins en moins de grands esprits dans ceux qui s'occupent de politique étrangère qui sont capables d'avoir une vision, d'avoir un changement d'effectuer un changement de position et de point de vue sur le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que on a dit souvent que beaucoup d'anciens gardaient une mentalité de guerre froide. Alors c'est vrai pour certains, mais d'autres ont surtout gardé cette mentalité de considérer que l'Occident pouvait encore dominer le monde. Et je pense qu'il peut y avoir un sursaut de la part de Trump pour rasseoir pendant 4 ans encore une domination américaine sur le monde, ce qui ne concernera pas l'Europe, bien sûr. Mais je me pose la question à savoir si c'est pas un phénomène historique à la Bélisaire, comme sous l'Empire romain d'Orient, ou alors que sous Justinien, on voyait se réduire totalement le contrôle de Byzance sur ce qui a été l'Empire romain d'Occident. Le général Bélisaire, en une dizaine d'années, entre 533 et 543, a pu rétablir, et puis tout s'est écroulé derrière. Et c'est un petit peu mon sentiment aujourd'hui, est-ce que on voit ce déclin régulier, cette perte de crédit de l'Occident partout dans le monde. Il peut y avoir un sursaut avec Trump, mais je pense que ça n'inversera pas la logique. Et tant que nous ne prendrons pas en compte, nous ne saurons pas traiter des affaires du monde, y trouver notre place dans un nouveau contexte qui sera de plus en plus multilatéral. Bon, je retiens cet effet Bélisaire que tu décris, qui est plus personne, plus grand monde ne sait qui est Bélisaire, mais je retiens l'effet Bélisaire. Je trouve ça très bien. Merci Eric, puis j'espère qu'on te retrouve prochainement sur le Courrier des Stratèges. Et avec plaisir. À très bientôt.